Sylvestre, il est agronome et docteur en agronomie. Il intervient depuis 2016 comme consultant en agro-environnement, modélisation et démarches participatives au Québec. Il travaille principalement sur des projets portant sur la lutte contre le changement climatique et sur l'innovation pour une agriculture durable, notamment dans le projet Agriclimat du CEDAC. Et j'invite Sylvestre a présenté sa conférence qui a pour titre Que sait-on sur les GES en production porcine bio et conventionnelle? La salle est à toi. Merci Stéphane. Vous m'entendez bien? Ok, merveilleux. Bon, bonjour à tous. Merci tout d'abord pour votre présence. Là, je suis impressionné de voir autant de monde pour une journée sur les gaz à effet de serre en production porcine, donc c'est très plaisant. Merci aussi au CDPQ pour l'invitation. Et puis effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait un peu une synthèse de qu'est-ce qu'on sait sur les gaz à effet de serre. Ça va être quand même assez général, puisque par la suite, on va avoir des conférences beaucoup plus spécialisées. Mais vous allez voir qu'on va essayer de bâtir un peu sur l'expérience qu'on a eue dans les dernières années à faire des bilans de gaz à effet de serre d'entreprises porcines, dans le contexte notamment du projet Agriclimat. Donc première partie, en fait, pour ma présentation, ça va être un peu comment est-ce qu'on peut estimer les gaz à effet de serre quand on parle d'entreprises porcines. Vous savez qu'au Québec, on a eu des études qui ont été faites, notamment par les éleveurs de porc du Québec, sous forme de ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie. Donc l'idée, c'était de documenter pour la filière porcine, avoir une idée de l'empreinte carbone moyenne pour le porc moyen produit au Québec. À l'époque, en 2020, le dernier résultat qu'on a, on parlait d'à peu près 3,7 kg équivalent CO2 par kilo de poids carcasse. Et donc cette analyse-là était faite sur la base d'une description d'un scénario de production moyen pour le Québec. Il y a eu aussi dans l'histoire le CDPQ qui a développé un outil pour essayer de quantifier une partie de l'empreinte carbone de la production porcine. À ma connaissance, cet outil-là n'est aujourd'hui plus supporté. Ça permettait à l'époque d'estimer les émissions associées au fumier et aussi à finalement la digestion par les animaux. Mais ça ne prenait pas en compte, par exemple, la production des aliments que les porcs consomment, qui est aussi un poste d'émission important. Et à notre connaissance, il n'y avait pas, jusqu'à ce qu'on y travaille, un portrait de ferme réelle qui avait été réalisé au Québec. Nous, en 2020-2021, on a décidé de développer un calculateur dans le cadre du projet Agriclimat pour faire le bilan carbone d'entreprises agricoles de différentes filières. Donc on ne travaille pas uniquement dans le porc, on travaille dans plusieurs productions, vous allez le voir après. On s'est basé sur des méthodologies reconnues et on a choisi différents types de modèles avec une optique que ce qu'on souhaite, c'est que le bilan soit réalisé dans un temps minimum, puisque ce sont des conseillers qui réalisent le bilan carbone. Donc ce n'est pas nous, notre équipe, puis je vais vous le repréciser par la suite, qui faisons les bilans, ce sont des conseillers qu'on forme qui font les bilans carbone. Donc il ne faut pas que ça prenne trop de temps, il faut que ça se base sur des données qui sont disponibles dans les entreprises. Aussi, l'idée, c'était de développer un nouveau calculateur aussi pour avoir une totale transparence sur qu'est-ce qu'on utilise comme données, comment on fait les calculs, et aussi pour qu'on puisse s'adapter finalement à l'évolution des connaissances qu'on a, et aussi évidemment d'être conforme aux exigences et aux standards de l'industrie, ou des industries, je devrais dire, puisqu'il n'y a pas qu'une seule industrie qui s'intéresse en ce moment aux gaz à effet de serre, vous en doutez bien. Pour vous dire aussi, on est en ce moment dans un processus aussi de certification de notre calculateur, de faire reconnaître à la fois à travers des publications scientifiques, mais aussi à travers des certifications dans différents standards pour quelque part rassurer, si besoin en est, nos utilisateurs de la rigueur du calcul. La façon dont on a travaillé, c'est qu'entre 2021 et 2022, on a fait une synthèse de la littérature. Donc là, on a travaillé avec beaucoup d'experts, dont plusieurs qui sont dans la salle ici, du CDPQ, de l'Université Laval, de différents centres de recherche, pour essayer de comparer comment est-ce qu'on pouvait faire des calculs pour être le plus précis et puis répondre à notre cahier des charges. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été testé très rapidement avec des entreprises agricoles et des conseillers, le calculateur en question, pour aussi identifier qu'il nous manquait des connaissances. Donc on a aussi investi beaucoup de temps et d'énergie à développer des projets pour aller chercher les connaissances qui nous manquent. On va en parler aujourd'hui, par exemple, sur les lisiers, mais on pourrait parler aussi, par exemple, sur l'empreinte carbone de certains aliments. Et puis, finalement aussi, on a un comité scientifique qu'on a réuni l'automne dernier pour essayer de prioriser nos développements futurs. Tout ça dans l'optique de continuer d'améliorer notre calculateur. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un retour sur ce qu'on a fait dans le passé, mais on est toujours en train de continuellement essayer de s'améliorer.
Je le disais, le diagnostic, le bilan carbone dans l'entreprise, c'est pas nous, c'est pas notre équipe qui le réalise, ce sont donc des conseillers qui sont en lien direct avec les producteurs. Quand on fait en général le bilan carbone d'une ferme, on ne fait pas uniquement, en fait, quand on fait le diagnostic d'une ferme, on ne fait pas uniquement le bilan carbone, on analyse aussi comment la ferme est vulnérable au changement climatique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour essayer de s'adapter à l'évolution du climat. Là, on en avait parlé, je pense, pour ceux qui étaient là l'année dernière, par rapport, par exemple, aux canicules, par rapport au risque pour l'approvisionnement en eau, etc. Plein d'enjeux qui peuvent toucher les entreprises en lien avec les changements climatiques, mais qui ne sont pas en lien directement avec les gaz à effet de serre. Donc le diagnostic a deux volets. Il est fait par un conseiller pour le producteur agricole. Nous, notre rôle, il est en amont. C'est que nous, on forme les conseillers qui réalisent les diagnostics et on leur fournit des outils pour faire ce diagnostic, c'est-à-dire un outil pour faire le bilan carbone et un outil pour faire l'analyse de la vulnérabilité au changement climatique. On fait aussi une certaine animation d'un réseau, le réseau de tous les producteurs qui ont fait leur bilan carbone, à qui on fournit beaucoup d'informations sous forme de conférences, webinaires, etc. Mais tout ça serait impossible sans la contribution de tous les chercheurs et les professionnels dont beaucoup, encore une fois, en fait, dont plusieurs sont dans la salle, qui nous partagent leurs connaissances et qui nous aident justement à améliorer nos outils, qui viennent quelque part nous aider à continuellement nous améliorer. Ces partenaires-là sont de multiples institutions, dont CDPQ, IRDA, Agriculture Agroalimentaire Canada, Université Laval, etc. Donc ça fait un peu le portrait de ce dont on parle. En l'occurrence, dans la production porcine, on a réalisé une quinzaine de diagnostics. Donc on a une quinzaine de bilans carbone qui ont été faits, mais vous pouvez voir que ce n'est pas nécessairement la production dans laquelle on en fait le plus. On en a fait beaucoup plus en production laitière, en production bovine, en production de grandes cultures. Donc tout ça, en gros, dans les 2 dernières années. À peu près la moitié de tous ceux qu'on a fait ont été faits l'année dernière, en 2024. On en a un peu plus encore de prévus cette année. Mais donc en production porcine, on est à peu près une quinzaine. Donc vous voyez que c'est peu. Donc c'est sûr que 15 diagnostics, ce n'est pas suffisant pour faire un portrait qui serait représentatif de l'industrie. Aussi, quand on fait le bilan carbone, puis là je viens à l'aspect vraiment production porcine, le bilan carbone d'une ferme, ça va être la somme des émissions, plus ou moins l'éventuel retrait de CO2 de l'atmosphère qui peut être fait quand on a des sols ou des arbres sur l'entreprise qui séquestrent du carbone. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de l'aspect émissions de gaz à effet de serre pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on a peu d'entreprises, mais aussi parce qu'on ne peut comptabiliser une séquestration de carbone que si l'entreprise a un lien avec des terres. Une entreprise porcine qui achèterait 100% de son alimentation, finalement, le carbone qui serait séquestré dans ces sols, s'il n'y a pas de lien entre la production végétale et la production de porc sur la ferme, théoriquement, on ne peut pas le comptabiliser. Donc aujourd'hui, on va juste parler d'émissions, mais dans beaucoup de cas, quand on a fait les bilans, il y avait beaucoup d'entreprises, par exemple, qui avaient planté des haies, pour lesquelles on est capable d'estimer si, par exemple, c'est des arbres qui sont autour des bâtiments, ou s'il y a un lien entre la production de grains et l'alimentation des porcs, là, on est capable d'estimer aussi une éventuelle potentielle séquestration de carbone qui vient compenser une partie des émissions. En production porcine, on a 5 grands postes d'émissions. Le premier, c'est une émission de méthane qui est associée à la digestion des aliments. Celui-là, aujourd'hui, je ne vous en parlerai pas parce que c'est quelque chose sur lequel on a très peu de connaissances. Donc, quand on fait le calcul pour une entreprise, on prend en compte ce facteur d'émission avec des références canadiennes, mais c'est très peu précis et c'est finalement quasiment un facteur fixe par porc. Donc, ce n'est pas très pertinent. Là où ça devient plus intéressant, c'est le deuxième poste d'émission au niveau des lisiers. Donc, vous savez que la majorité de la production porcine, on gère les fumiers ou les déjections des animaux sous forme liquide, donc ce sont des lisiers, dans lesquels on a essentiellement des émissions de méthane associées à l'entreposage du lisier dans la fosse. On a éventuellement des émissions de protoxyde d'azote, directes et indirectes, en partie dans le bâtiment, plus ou moins dans la fosse, on a de l'incertitude là-dessus. Donc on le calcule. Ensuite, on a un poste d'émission important qui est la production des aliments, mais aussi de l'éventuelle litière s'il y en a, et aussi de tous les autres intrants qui vont être achetés. Notamment, par exemple, si on pense à une entreprise qui fait strictement de l'engraissement, cette entreprise-là achète des porcelets, et donc ces porcelets arrivent sur l'entreprise avec une empreinte carbone, qu'il faut donc comptabiliser si on veut avoir un portrait des émissions de la ferme. On a éventuellement sur l'entreprise la présence de production de grains pour nourrir les porcs. Donc dans les entreprises qui font eux-mêmes leur moulée, on va calculer les émissions associées à la production de grains. Là, ça va être surtout des émissions associées au protoxyde d'azote des sols. Il y a aussi évidemment des émissions associées à l'énergie, mais ça va être surtout du protoxyde d'azote. Et finalement, on va avoir les consommations d'énergie,
par exemple le propane pour le chauffage des bâtiments, qui va être le dernier poste d'émission. Ça vous donne un peu un portrait de qu'est-ce qu'on calcule quand on fait un bilan. Maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté? Je vous ai dit, on avait fait une quinzaine de bilans en production porcine. La plupart de ces bilans ont été faits dans le cadre d'un programme du gouvernement fédéral qui nous permettait de subventionner la réalisation des bilans, donc, qui s'appelle AgriSolutions Climat. On a quelques bilans qui ont été faits dans le cadre d'un projet régional en Chaudière-Appalaches financé par le MAPAC. Et puis on a les deux premiers bilans qu'on a faits, c'était dans le cadre de nos fermes pilotes AgriClimat, donc les fermes qui nous ont aidés à développer le calculateur. Parmi ces fermes-là, on a une ferme qui est une ferme biologique. Donc dans mon titre, vous avez vu qu'il y avait l'idée de la comparaison biologique et conventionnelle. Évidemment, en ayant une ferme bio, je ne pouvais pas ne pas la nommer. Donc Jean est ici présent dans la salle, qui représente les entreprises du Breton, qui m'a autorisé à partager quelques grandes lignes de leur bilan carbone. Si vous voulez avoir du détail sur leurs résultats, adressez-vous à Jean. Je ne sais pas s'ils ont choisi de le présenter ou de le diffuser, puisque le bilan appartient au producteur. Donc c'est au producteur de décider s'il veut partager ses résultats ou pas. En l'occurrence, ici, il a été réalisé par Marie-Christine Gauvreau de Fercior, qui est donc une conseillère qu'on a formée. Dans les faits, sur la quinzaine de bilans, j'en ai 11 qui étaient analysables dans une base de données, parce que j'en ai 3 qui sont encore en cours de validation et de finalisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt 10 bilans conventionnels versus un bilan en agriculture biologique. Dans notre échantillon de 10 fermes, on a différents types d'entreprises. On a des entreprises qui font uniquement des porcs, mais on a aussi des entreprises qui font des grandes cultures et des porcs. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le bilan total de l'entreprise, mais ensuite on fait ce qu'on appelle une allocation, c'est-à-dire qu'on détermine quelles sont les émissions qui ont été associées uniquement à la production des porcs versus quelles sont les émissions qui étaient associées à la production de grains, sur une base au maximum physique, c'est-à-dire on distingue les superficies destinées à l'alimentation des porcs et on calcule les émissions de ces superficies-là dans l'empreinte des porcs, et toutes les émissions associées à la production de grains qui sont vendues, dans ce cas-là, sont comptabilisées à part. Donc, dans ce que je vais vous présenter, on va parler juste de la partie porc. On a aussi des entreprises qui sont en fait soit naisseurs-finisseurs, c'est-à-dire qu'ils ont une maternité pouponnière et engraissement, soit on a aussi des entreprises qui ne font que de l'engraissement. Auquel cas, là, ce qu'on a fait, c'est que quand l'entreprise faisait uniquement de l'engraissement, on a comptabilisé les porcelets qui étaient achetés avec un facteur d'émission, donc avec une valeur de référence de combien est-ce qu'un porcelet, pour être élevé, rendu jusqu'au début de l'engraissement, il y a eu d'émissions associées à son élevage. Pour vous donner un ordre de grandeur, nos entreprises, c'est entre 2500 et 17 500 porcs commercialisés par année. Donc c'est quand même des entreprises de dimension assez importante. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a essayé de comparer finalement la moyenne de nos 10 fermes avec une ferme de référence. La ferme de référence, on l'a développée à partir des analyses de coûts de production qui sont faites pour les programmes d'assurance de la financière agricole. Chaque 5 ans à peu près, vous savez que le CECPA reçoit le mandat de la financière pour faire une enquête auprès des producteurs et documenter l'évolution des coûts de production. Et dans cette enquête-là, en fait, il y a la description du scénario moyen finalement de ce que serait une ferme moyenne ou une ferme de référence porcine. En l'occurrence, c'est donc une entreprise qui fait de la naissance et de la finition, donc à 303 truies en production et qui commercialise à peu près 7500 porcs, et qui a aussi des cultures et qui produit une partie de ces grains. Dans ces cultures, c'est 80 hectares, dont du maïs grain, principalement destiné à l'alimentation des porcs, un peu de céréales aussi, un peu de soya, et d'autres cultures, par exemple, en l'occurrence des prairies, qui évidemment ne rentrent pas dans le bilan de la production porcine. On parle d'une entreprise qui gère ses déjections sous forme liquide. Une partie du lisier est exportée, ce qui est aussi la réalité de beaucoup d'entreprises, auquel cas il y a les émissions associées en fait, à l'épandage de ces lisiers ne sont pas comptabilisées dans le bilan de l'entreprise, puisque les émissions associées à l'épandage sont comptabilisées dans le bilan du receveur. On a aussi beaucoup d'achats d'intrants, et donc c'est ça, 4% seulement de la superficie qui est destinée à la vente. Qu'est-ce qu'on a fait comme constat ? Donc ici d'abord la ferme de référence. Quand on fait le calcul, ici moi je vous le présente en kilos de poids vif, donc à la sortie de la ferme. On ne compte pas les émissions associées à l'abattage des porcs, et donc on ne le calcule pas par kilo de poids carcasse, on le calcule par kilo de poids vif. On voit que notre ferme de référence, notre scénario de base, c'est 3,4 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif commercialisé. Et ici, là, vous avez la moyenne de nos 10 fermes. Donc on peut voir que nos 10 fermes, en moyenne, sont plus efficaces, entre guillemets, que la ferme de référence,
puisqu'on a une moyenne à 2,7 kg équivalent CO2 par kilo de pois vifs commercialisés. Mais j'attire votre attention sur la barre là, en gris. Oh, ah non, c'est moi. La petite barre en gris ici, là, ça c'est la valeur minimum et la valeur maximum qu'on a observé dans nos 10 fermes. Donc ça nous donne une idée un peu de l'incertitude ou de la variabilité dans laquelle on joue entre les entreprises. Donc on a des entreprises qui sont capables de produire des porcs autour de 2,5 kg équivalent CO2 par kilo de pois vif, et on en a qui sont plutôt autour de 3,5 dans notre échantillon de 10 fermes. Et puis évidemment, je vais répondre tout de suite à la question, en bio, à quoi on s'attend? Je ne vous donnerai pas un chiffre exact, je n'ai pas l'autorisation, mais pour vous dire, on est sur un ordre très similaire à la moyenne de nos 10 fermes, en termes d'ordre de grandeur. Maintenant, on va y aller un peu plus dans le détail, poste par poste. Comment est-ce que finalement ça se décompose? On a en fait à peu près la moitié de nos émissions, entre 45 pour notre échantillon de 10 fermes ou 55 pour la ferme de référence, qui proviennent de la production des aliments. Que ce soit produit à la ferme ou que ce soit acheté, c'est à peu près la moitié de l'empreinte carbone d'un kilo de porc commercialisé. On a refait des calculs à partir de différentes recettes de moulets qui avaient été documentées par les éleveurs de porcs du Québec, des recettes moyennes québécoises. On arrive à une empreinte à peu près de 0,54 kg équivalent CO2 par tonne de moulets tels que servis aux animaux. Ce qui est intéressant de voir, quand on décompose un peu les aliments, là j'en ai mis juste quelques exemples, c'est juste une illustration, c'est que tous les aliments, ils n'ont pas la même empreinte carbone, évidemment. Par exemple, le maïs, c'est 52% de ce que l'animal consomme en termes de quantité pour une moulée en engraissement, en moyenne, mais ça représente 38% de l'empreinte carbone de la moulée. Pourquoi? Parce que l'empreinte carbone d'un kilo de maïs, elle est relativement faible, à 330 grammes de CO2 par kilo de maïs à peu près. Inversement, si on prend le gras animal, donc un sous-produit, c'est 1% de la composition de la moulée, mais c'est 13% de l'empreinte carbone. Pourquoi? Parce que les gras animaux arrivent dans l'alimentation avec une empreinte carbone très élevée, associée à la fois l'élevage des animaux en amont, c'est-à-dire qu'ils récupèrent une partie de l'empreinte carbone, par exemple si on parle soit de gras qui proviennent soit de porc, soit de volaille, soit de ruminants. Une partie de l'empreinte de ce gras provient de l'animal qui avait été élevé initialement. Et ensuite, il y a aussi toutes les étapes de transformation des gras qui sont réinclus dans l'empreinte carbone. Ça fait l'objet de beaucoup de discussions au niveau international, mais aujourd'hui, les standards qu'on doit utiliser pour faire les bilans nous obligent à considérer cette empreinte-là. Ce qu'on a regardé aussi, puis là vous voyez que mon nombre de points réduit, c'est essayer de faire des relations finalement entre l'empreinte carbone d'un kilo de pois vif vendu et des paramètres liés à l'alimentation. Ici, là, j'ai calculé combien on a de kilos d'aliments qui sont en fait consommés par kilo de gain. J'ai seulement 5 fermes parce que je pouvais le faire seulement pour les fermes qui font que de l'engraissement. Parce que pour les fermes qui sont naisseurs-finisseurs et qui produisent par exemple leur propre maïs, je ne suis pas capable de distinguer si le maïs est servi au truie ou il est servi au porc en engraissement. Donc je l'ai calculé seulement pour ceux qui font que de l'engraissement, mais on voit que on a des producteurs qui sont capables d'avoir à peu près une consommation autour de 2,5 kg d'aliments par kilo de gain, alors qu'on en a d'autres qui ont des valeurs plus élevées, et on voit que ça se traduit par une empreinte carbone plus faible, plus évidemment on a une meilleure efficience alimentaire. C'est assez logique. De la même façon, on a une relation inverse avec le gain moyen quotidien. On a des entreprises qui sont autour de 800 grammes de gain moyen quotidien, on en a d'autres qui sont au-dessus de 1, et plus le gain moyen quotidien est élevé, plus l'empreinte carbone d'un kilo de porc est faible. Là aussi, c'est logique, plus le gain est élevé, plus la durée d'élevage est raccourcie, moins on a besoin de nourrir nos porcs, moins il y a de fumier produit, etc., etc. Donc ça va se traduire à tous les échelons du bilan. Puis ça, je pense que Sébastien et Laetitia vont revenir là-dessus plus dans le détail dans la suite de la matinée. Donc ça va être intéressant de voir comment on peut travailler sur ces postes-là. Il y avait aussi une question qu'on se fait quand même régulièrement poser, c'est est-ce que c'est plus avantageux de produire sur la ferme l'alimentation ou d'acheter de la moulée? Et là, j'ai une bonne réponse de chercheur qui est « ça dépend ». Ça dépend parce que j'ai essayé de regarder dans notre échantillon, j'ai aucune tendance significative. Je ne peux pas vous dire ceux qui
produisent leur alimentation, émettent moins que ceux qui... Il n'y a pas de tendance. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a des cas où on a des entreprises qui sont très efficientes en achetant leur moulé et des cas où ils sont aussi très efficients en le produisant. Et ça va dépendre de plusieurs paramètres. Ça va dépendre du transport, donc la distance aussi entre la meunerie et l'entreprise. Ça va dépendre aussi de quels sont les ingrédients qui sont achetés. Alors, on a par exemple plusieurs producteurs qui font leur propre moulé qui n'achètent pas de gras d'origine animale. Puis vous avez vu que dans la méthode qu'on utilise, ça amène à une empreinte importante. Mais ça peut aussi dépendre de performances au champ et de paramètres qui sont parfois difficiles à contrôler. Puis typiquement, les émissions de protoxyde d'azote qui sont 70 à 90% des émissions d'un kilo de grain. Le premier facteur qui influence les émissions de protoxyde d'azote, c'est la texture des sols. Si vous êtes chanceux de cultiver des sols légers, vous pouvez faire du maïs avec une empreinte carbone meilleure que le 330 kg équivalent CO2 qu'on avait. Mais si vous cultivez des sols lourds, des argiles, Sainte-Rosalie et compagnie, bonne chance, vous n'y arriverez pas. C'est quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Donc, c'est sûr qu'on pourrait se retrouver dans une situation où produire sur la ferme, ça serait vraiment avantageux, mais ça pourrait aussi être désavantageux. Puis il faut être conscient que ça, c'est un biais quand même aussi important. Si on est, par exemple, dans une logique de vouloir rétribuer un kilo de porc à un prix différent en fonction de l'empreinte carbone, il y a des impondérables dans les gaz à effet de serre sur lesquels on n'a pas de levier comme producteur ou comme producteur. Bon, maintenant en bio, donc vous allez voir qu'à fur et à mesure, je vais faire plusieurs fois des petites comparaisons comme ça. En quoi ça se distingue une moulée bio ou l'alimentation en bio de conventionnelle? Première chose, il n'y a pas de gras animal. Donc ça, c'est sûr que quand on enlève un des ingrédients qui a l'empreinte carbone la plus élevée, ça nous avantage. L'autre chose aussi, c'est que selon la littérature, et là on a quand même consulté plusieurs études, l'empreinte des aliments bio est quand même systématiquement ou assez systématiquement plus faible que l'empreinte des aliments conventionnels, notamment en lien avec les émissions associées aux engrais minéraux qui rentrent en jeu dans la production. Donc même si, en général, on a des rendements plus faibles en agriculture biologique, le fait qu'on n'utilise pas d'engrais minéraux fait en sorte qu'on a moins d'émissions de protoxyde d'azote et qu'on n'a aussi pas d'émissions associées à la production et au transport de ces engrais. Ce qui fait que ramené par kilo de produits finis consommés par le porc, kilo de maïs, kilo de céréales, peu importe, on est de l'ordre de 30% plus faible par kilo de moulé. Donc là, ce qu'on a fait aussi, ce chiffre-là, c'est le calcul qu'on a fait. On a pris les moulés de De Breton avec leurs recettes. On a fait des calculs d'empreinte avec chaque ingrédient. Donc tout à fait comparable avec ce qu'on avait fait avec les moulés conventionnels. Et c'est l'ordre de grandeur auquel on arrive. Donc ça, c'est sûr que c'est un avantage intéressant en agriculture biologique. J'en viens à mon deuxième poste de gestion, donc en fait deuxième poste d'émission plutôt, qui est la gestion des fumiers. C'est sûr qu'on a des émissions importantes dès que, en général, on considère dès que notre lisier va être au-dessus de 14 degrés Celsius, on va avoir des bactéries qui vont être dans des conditions très favorables parce qu'il y a très peu d'oxygène pour produire du méthane. Ce qu'on sait aussi, puis ce qu'on remarque, c'est que plus on entrepose longtemps le fumier dans la fosse, plus les émissions de méthane sont importantes parce qu'en fait, on laisse nos bactéries dans des conditions favorables. Vous allez voir que le longtemps, en fait, il dépend de à quel moment de l'année, surtout dans notre contexte climatique. Puis ici, là, ce que je vais vous illustrer, c'est un scénario, c'est une simulation qu'on fait avec le modèle que le GIEC propose, en fait, des émissions de méthane en fonction de la période de l'année. Puis ici, pour mon premier petit scénario que je vous présente, c'est vraiment à titre illustratif, c'est pour comprendre. Vous avez ici la quantité, ce qu'on appelle de solides volatiles, mais en fait, le solide volatile, c'est la matière organique, c'est la partie organique des lisiers. On a ici un scénario où on voit qu'on a du lisier à partir du mois de janvier qui s'accumule. Donc la fosse n'était pas vide en janvier, parce qu'évidemment, on considère que si on prend un scénario normal, il y a eu du lisier qui s'est accumulé depuis l'automne. Et puis donc, janvier jusqu'en avril, ça s'accumule. En mai, on vide la fosse. Ensuite, on réaccumule tout l'été. On revide à l'automne, et ainsi de suite. Dans ce scénario-là, ce que je veux attirer votre attention, c'est regarder les émissions de méthane ici, produites durant les mois d'hiver. Elles sont quasiment nulles. Pour ainsi dire, presque nulles. Et en fait, on voit que la majeure partie du méthane, elle se produit durant l'été, au moment où on a du lisier accumulé. Pourquoi? La température du lisier. C'est le principal facteur, encore une fois. Maintenant, même fosse, mais on a vidé une fois supplémentaire au courant de l'été. Donc, admettons, on a un producteur qui fait des céréales d'automne, qui a récolté son blé fin juillet, début août, et qui est capable de mettre du lisier après son blé
avant un engrais vert, scénario qui peut exister. Qu'est-ce qu'on voit? Simplement en vidant une fois de plus la fosse, on réduit de 35% les émissions associées à notre fosse. Donc, ce que je veux illustrer ici, c'est que durée d'entreposage, parce que là, évidemment, qu'est-ce qu'on a changé? C'est qu'on a le lisier qui s'accumulait tout l'été, on l'a entreposé moins longtemps. On a vidé la fosse une fois de plus. Donc, la durée d'entreposage, la température, c'est des facteurs essentiels. Ça, je sais qu'il y a plusieurs présentations cet après-midi qui vont aller plus dans le détail là-dessus, donc je n'élaborerai pas plus, mais c'est quand même un levier très important sur lequel on peut jouer. Puis quand on regarde notre échantillon de ferme, je reviens ici à nos résultats, on constate cette grande disparité justement. Ma ferme de référence, c'était à peu près 30% des émissions qui provenaient de la gestion des lisiers, donc l'entreposage des lisiers. Mais on voit que pour nos 10 fermes, c'est plus faible. On voit là encore avec ma barre en gris que ça varie quand même beaucoup d'une ferme à l'autre. On a des fermes qui sont capables d'avoir des émissions très faibles versus des émissions qui s'approchent de la ferme de référence. On voit aussi que nos 10 fermes, elles n'accotent jamais la ferme de référence. Mais là aussi, c'est parce qu'il y a un autre facteur qui joue, qui est le facteur aussi, ici on se rappelle qu'on est en kilos de poids vif, on exprime par kilo de poids vif. Notre ferme de référence est moins efficace que nos 10 fermes en termes de gains, en termes de productivité et en termes aussi de GMQ, ce qui fait en sorte qu'en général, on a des durées d'élevage qui sont plus courtes. Et donc là encore, quand on réduit la durée d'élevage, on a moins de lisier produit, on a moins de solides volatiles dans la fosse, on a moins d'émissions. Donc en fait, c'est des facteurs qui se multiplient. Et en bio. En bio, la particularité, c'est qu'on a de l'élevage qui est aussi avec la présence de litières. Donc ça, c'est sûr que la litière, versus un élevage où on serait par exemple sur plancher latté et où on évacuerait le lisier de manière très régulière dans le bâtiment, ça vient amener une émission additionnelle. Parce que si on a des conditions où on a un peu d'humidité et on a la présence de carbone et d'azote, on va avoir aussi de la production de méthane éventuellement qui va se faire dans le bâtiment. On peut aussi avoir des émissions de protoxyde d'azote. Donc on a des émissions qui peuvent être aussi additionnelles au sens où ce n'est pas des émissions qu'on a dans un bâtiment conventionnel. On a aussi, par contre, dans le cas du breton, une partie des déjections qui sont gérées sous forme liquide et aussi au pâturage. C'est sûr que les émissions au pâturage, l'intérêt c'est que en fait, les déjections au pâturage, là j'ai mis attention à la densité, mais si on se reporte à ce qu'on sait, c'est-à-dire plus ce qui vient d'autres productions animales où on a des animaux au pâturage, quand on a des déjections qui sont directement épandues au pâturage, il y a très peu de risque d'émission de méthane, puisque le lisier ou les déjections en général sont tout de suite en contact avec le sol et ça sèche assez rapidement. Par contre, si on a des densités d'animaux élevées, c'est là où on a des risques plus importants d'émission de protoxyde d'azote, parce qu'on va avoir des quantités d'azote localement en grande quantité, et donc on peut avoir des émissions supplémentaires de protoxyde d'azote. C'est technique, mais ça veut quand même dire que le pâturage, on s'attend en général à ce que ça soit bénéfique, mais ça pourrait dans certaines situations aussi entraîner un certain risque. Et puis, pour ce qui est des déjections sous forme liquide, c'est sûr que, puisqu'il y a une certaine séparation qui se fait, là, on a un risque finalement similaire, c'est-à-dire que ça soit du lisier conventionnel ou biologique, une fois qu'on le met dans la fosse, s'il est entreposé longtemps, on a un risque important. Dans le cas particulier du breton, c'est sûr que la question qu'on peut se poser, c'est étant donné qu'on a de la litière, est-ce que ce qu'on récupère sous forme liquide va avoir le même type de composition en termes de solides volatiles et d'azote? On ne le sait pas, donc c'était une incertitude dans le bilan qu'on a fait, d'où l'idée justement d'essayer d'aller raffiner ça dans leur plan d'action de leur entreprise. J'en viendrai donc le troisième poste, là, si on se remet encore sur nos émissions au niveau global, c'est sûr que l'élevage des animaux reproducteurs et donc des porcelets, c'est un poste d'émission important. C'est sûr que pour qu'il y ait un porcelet, il faut qu'il y ait une truie. Pour les entreprises, donc, comme je le disais, où on fait juste de l'engraissement, nous, on considère l'empreinte carbone des jeunes animaux avec une valeur de référence. Là, je le dis, franchement, peut-être qu'elle mériterait d'être mise à jour. C'est des références qui datent déjà d'il y a quelques années. Est-ce que c'est encore valable? On ne le sait pas. J'ai essayé de le faire, moi, l'exercice, mais encore une fois, 10 fermes et seulement 5 naisseurs-finisseurs, c'est difficile de faire une séparation des émissions entre les animaux vendus pour les mêmes raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Typiquement, quand le producteur dit qu'il utilise son maïs pour nourrir ses animaux, je ne sais pas s'il l'utilise pour quel type d'animaux, donc j'ai la difficulté à séparer les émissions entre la maternité et l'engraissement. Et notre échantillon est aussi vraiment trop petit pour qu'on puisse faire notre propre calcul de référence en ce moment. Ça nous prendrait vraiment un échantillon plus important.
Mais c'est sûr aussi que ça peut amener un biais entre la comparaison des 10 entreprises et notre échantillon de notre ferme de référence, puisque c'est sûr que les entreprises qui sont naisseurs-finisseurs, dans les 10 fermes, pour eux, on n'a pas eu besoin d'utiliser la valeur de référence de la littérature, on a utilisé leurs propres émissions associées à leurs propres bâtiments. Donc ça pourrait expliquer aussi pourquoi notre ferme de référence est vraiment plus élevée par kilo de poids vif vendu versus les 10 fermes. Donc la référence qu'on a utilisée, c'est une référence qui vient d'Ageco, qui date de 2016. On parlait à peu près, mais je vous l'ai mis quand même parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un ordre de grandeur. Là, on parle de 60 kg équivalent CO2 par kilo de poids, en fait par porcelet, pardon, là c'est par porcelet. Ce qui veut dire que pour une ferme en engraissement, c'est quand même à peu près 30% de l'empreinte carbone du porc. C'est-à-dire qu'il y a 30% des émissions qui ne se passent pas non plus sur la ferme. Si on se rappelle, une ferme en engraissement qui achèterait toute sa moulée, c'est 45% de ses émissions qui proviennent de sa moulée. Et puis un autre 30% de ses émissions qui proviennent des porcs qu'elle a achetés, ce qui veut dire qu'il lui reste plus beaucoup d'émissions qui se passent au siège de la ferme, plus beaucoup d'émissions sur lesquelles elle est capable d'intervenir, sauf évidemment les fumiers. C'est sûr aussi que la mortalité dans le calcul de l'empreinte carbone, ça joue beaucoup. Puis là, on le voyait aussi, nous, dans notre petit échantillon de ferme. Les fermes qui étaient capables d'avoir une efficacité plus importante à la maternité et à la pouponnière, ça se traduisait ultimement avec des performances meilleures aussi sur les kilos de poids vifs vendus. En bio, encore une fois, je ne peux pas rentrer dans le détail du calcul, mais on pourrait s'attendre à avoir une efficacité peut-être un peu plus faible au niveau des aspects élevage des animaux, parce qu'il y a l'obligation d'avoir une lactation qui est plus longue. Donc peut-être aussi des animaux qui sont un peu plus longtemps en maternité avant de rentrer en engraissement. Par contre, on a des taux de mortalité qui sont tout à fait similaires. Le dernier poste d'émission, c'est le chauffage. En fait, c'est l'énergie, principalement du chauffage. Éventuellement, dans certains cas, il y a des petites consommations d'énergie pour la gestion des lisiers et aussi pour certaines opérations liées à l'alimentation. Mais le plus gros, c'est le chauffage. C'est à peu près 3% des émissions d'un kilo de porc. Donc, on voit que c'est vraiment pas grand-chose. Ça varie de 0 jusqu'à 7% des émissions. 0, c'est qu'on va supposer que le producteur a un système de chauffage électrique. Je sais aussi que dans ce qu'on peut travailler pour essayer de réduire ça, c'est notamment les aspects de chauffage des bâtiments. Mais là aussi, je ne sais pas si Sébastien, tu vas en parler. Donc, merveilleux. Donc ça fait le tour un peu des constats qu'on voulait vous partager, de qu'est-ce qu'on sait de, en gros, nos niveaux d'émissions, puis des facteurs qui influencent les émissions à l'échelle de notre échantillon de ferme. Je finirai juste avec quelques éléments de perspective à discuter. En termes de pistes de réduction déjà, puis là je vais vraiment juste brosser un portrait assez général parce que je sais qu'il y a beaucoup d'interventions aujourd'hui qui vont aller beaucoup plus dans le détail, mais si on voulait réduire, qu'est-ce que les producteurs avec qui on a fait le bilan ont choisi comme piste? Ce sur quoi ils souhaitent travailler. C'est sûr que, première chose, là je l'ai mis pour la fermentation entérique, mais ça va jouer sur tous les postes, là, tout ce qui est en lien avec la gestion des animaux, productivité, efficience alimentaire, génétique, ça revient dans quasiment tous les plans de toutes les entreprises. C'est déjà sur quelque chose sur lequel les producteurs travaillent, puisque de toute façon, ça a aussi des bénéfices économiques immédiats dans la plupart du temps. Il y a tout l'aspect lié à la composition de l'alimentation et l'alimentation de précision. Là aussi, je pense que tu vas revenir, et Laetitia aussi va revenir dessus, donc je vous laisserai aborder ça. Dans plusieurs cas aussi, c'est revenu, notamment pour ceux qui faisaient leur moulée. C'était des éléments de réflexion. Au niveau de la gestion des déjections, là, je mets juste des exemples, mais une fois qu'on prend conscience que la durée d'entreposage a un lien immédiat avec les émissions, c'est quelque chose sur lequel les producteurs ont quand même, dans certains cas, des leviers d'action. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir de la flexibilité, pas toujours. Quelqu'un qui fait juste du maïs et du soya, c'est sûr que d'aller épandre du lisier en plein été, on n'a pas beaucoup de fenêtres. Mais quelqu'un qui a une rotation plus diversifiée a plus d'options. En termes de régie des cultures, là aussi, en fait, tous les producteurs de porc qui font aussi de l'élevage, beaucoup sont interpellés par l'aspect fertilisation azotée, parce que là aussi, quand on réalise que tout le lisier qu'on est capable de valoriser, c'est beaucoup d'azote, quand on est capable de réduire nos engrais minéraux, ça a un effet très rapide sur le bilan. Donc souvent, ça, c'est des aspects qui vont rentrer en jeu. Et puis finalement, pour les aspects d'énergie, on a beaucoup parlé de ventilation et d'isolation, mais aussi dans le contexte de l'adaptation au changement climatique. Et on a aussi parlé quand même beaucoup de haies brise-vent
quand on faisait le calcul de l'empreinte, parce qu'on réalisait que c'était une façon sur laquelle on pouvait jouer assez facilement et qui pouvait aussi être pertinente pour améliorer les conditions à proximité des bâtiments. Je voudrais juste faire un petit parallèle avec un projet qu'on fait en ce moment, plus pour illustrer qu'est-ce que ça peut permettre de faire quand on a plus d'entreprises que les 10 entreprises qu'on a ou les 15 entreprises qu'on a en ce moment. Là, en l'occurrence, c'est un projet qu'on fait avec la Fédération des producteurs d'œufs, où l'objectif, c'est de faire un portrait des émissions du secteur ovocole québécois. Le point de départ de ce projet-là, c'est qu'il y a un outil qui a été développé au niveau canadien, mais les acteurs au niveau québécois ont jugé qu'il y avait certaines limites avec cet outil-là, notamment en termes de transparence, d'accès aux résultats, etc. Et donc, ils ont souhaité qu'on fasse un portrait, donc en collaboration avec la fédération. En gros, c'est une trentaine de fermes. C'est sûr qu'on s'entend que la production ovocole, il n'y a pas autant de joueurs que dans l'industrie porcine. Donc, quand on en fait 30 fermes, on fait un pourcentage de l'industrie qui est important. Dans le secteur porcin, si on voulait faire quelque chose de similaire, il faudrait probablement plus d'entreprises. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment une collaboration. C'est la fédération qui a fait toute la collecte des données. Et nous, on travaille conjointement avec eux pour analyser les résultats et évaluer des scénarios de réduction. Et donc là, je lance un peu une invitation parce que moi, c'est sûr qu'en faisant ma synthèse des 10 bilans, je me rends compte qu'il faudrait vraiment qu'on en fasse plus si on voulait avoir un portrait plus représentatif du secteur. Donc, c'est un peu une invitation. Il y a certainement plusieurs personnes ici que ça peut interpeller. À quand un projet de ce type dans la filière porcine? L'autre message aussi que je vais vous partager, c'est certains d'entre vous seraient peut-être intéressés à faire vous-même des bilans carbone. Je l'ai dit, nous, notre rôle, c'est de faire de la formation, on fait une certaine validation, on fait du mentorat, on fait de l'accompagnement, de conseiller. Donc nous, on est en deuxième ligne. Mais on forme des conseillers indépendants de la vente d'intrants, c'est pour l'instant la condition qu'on met, pour faire des bilans. Donc si vous souhaitez faire des bilans, c'est possible de vous former à nos outils. On a aujourd'hui à peu près 90 conseillers qui vont être formés d'ici la fin du mois de mars, mais il reste de la place pour former d'autres personnes. Et actuellement, c'est possible d'utiliser différents types de soutiens financiers pour réaliser les bilans, notamment des soutiens du programme Service Conseil et du gouvernement du Canada. Et donc la formation, pour faire ce diagnostic-là, on parle d'une formation d'à peu près 60 heures au total, 20 heures synchrones qui sont donc en fait en présence mais en virtuel, avec une formatrice, 15 heures asynchrones qui est donc de l'écoute supplémentaire et des travaux à faire, et une étude de cas, c'est-à-dire que dans le cadre de la formation, vous allez réaliser un diagnostic au complet qui va vous permettre donc d'acquérir de l'expérience. Et puis aussi pour vous dire, on travaille beaucoup en ce moment sur la mise en ligne de tous nos outils. Donc dans les prochains mois, notre plateforme à destination des conseillers qu'on a formés va être accessible, ce qui va beaucoup faciliter toute la réalisation des bilans et aussi pour nous, c'est ça qui est aussi pertinent par rapport à ce qu'on a présenté ce matin, toutes les analyses transversales. Donc ça conclut un peu ma présentation. Je ne sais pas Stéphane si j'ai respecté... Ça va très bien, bon. Donc, en conclusion, évidemment, je vous ai présenté un portrait de 10 fermes, mais chaque plan d'action est différent. Puis on va voir aujourd'hui, il y a de plus en plus de connaissances pour réduire les émissions, donc je pense qu'on est clairement sur la bonne voie. Mais aujourd'hui, là, je vous ai parlé essentiellement de gaz à effet de serre. Quand on travaille avec les producteurs, ce qui les interpelle le plus souvent, c'est plutôt l'évolution du climat. Puis les 2 dernières années, dans beaucoup de secteurs, on y a goûté. Donc c'est sûr que je vous invite aussi à toujours garder en tête qu'il faut réduire, mais on doit absolument s'adapter. Donc invitation aux producteurs dans la salle. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Avez-vous votre plan d'adaptation, votre plan de lutte contre les changements climatiques? Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sylvestre. On a du temps pour les questions. On a environ 5 minutes pour des questions. Fait que j'invite les gens à poser des questions, à s'avancer micro, peut-être dire un petit peu, s'identifier puis nous poser la question. Sylvestre, on a déjà quelqu'un au micro. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Gilles Bergeron, producteur sur le Conseil canadien du porc aussi, sur lequel on travaille avec ce genre de données-là. Tu as mentionné au niveau de la production d'œufs qu'il y avait un plan national qui avait été ajusté au niveau provincial. Qu'est-ce qui se fait au niveau du porc, au niveau canadien par rapport à vos travaux? C'est une très bonne question. Moi, je ne suis pas courant de 100% de ce qui se fait au niveau canadien. Je sais qu'au niveau même au niveau québécois, il y a des démarches.
en cours de réflexion sur des pistes de réduction, mais on n'est pas intimement associé à ces travaux-là, donc je pourrais pas vous en parler plus que ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans la salle a des éléments de réponse à apporter, ou si vous pouvez vous-même, peut-être, si vous êtes au courant. Oui. Bonjour, Christian Grenier, producteur aussi. Dans le tableau, tantôt, dans la ration, c'était écrit farine de biscuit, qui avait une empreinte carbone, comme le gras animal. À partir de quand un sous-produit de l'industrie agroalimentaire, qui, au lieu d'aller à l'évitement, au lieu d'aller à l'enfouissement, que ce soit de l'évitement, de GES, parce que là, il est comme calculé comme l'ingrédient en soi, je peux dire, le coût que ça a pris de le produire. Mais s'il avait été à l'enfouissement, ça l'aurait émis des GES à l'enfouissement, puis là, c'est de l'évitement. À partir de quand ça tombe plus de l'évitement, puis que ça tombe comme une source de GES dans le bilan de l'entreprise? C'est une excellente question. C'est quelque chose qui fait extrêmement débat au niveau de la communauté scientifique, et en particulier des gens qui travaillent sur les analyses de cycle de vie, parce qu'effectivement, ça a tendance à défavoriser, ou en tout cas à venir mettre une empreinte importante sur les sous-produits. En fait, c'est vraiment une question de définition. S'il n'y a pas de valorisation autre, s'il n'y a pas de compétition sur le marché pour ces sous-produits-là, s'il n'y a pas de valorisation économique, c'est-à-dire si clairement on est capable de démontrer que si vous ne l'achetiez pas, personne d'autre l'achèterait, alors on pourrait considérer que c'est un déchet qu'on détourne. Mais à partir du moment où il y a une valorisation économique, il y a un marché, il y a une compétition entre des acheteurs, etc., et qu'il y a un prix, alors ça devient un coproduit ou un sous-produit, puis là même là il y a des distinctions, et donc il y a une empreinte carbone associée. Mais honnêtement ça fait énormément débat, puis comme je l'ai dit, nous on respecte certains standards avec lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord, mais on n'a comme pas le choix. Et c'est dans l'exercice qu'on fait avec la Fédération des producteurs d'œufs, c'est exactement la réflexion qu'on mène, c'est si on considère différemment ces sous-produits-là, est-ce qu'on arrive au même portrait ? Et surtout, est-ce qu'on arrive aux mêmes pistes de réduction? Parce que du coup, la tentation devient grande aussi de dire il suffit d'enlever ces sous-produits de l'alimentation, puis on va réduire notre empreinte carbone. Est-ce que réellement, on améliore la durabilité de notre secteur et plus largement de... Non. Vous y répondez? Non, mais ça ne fait pas de sens. On n'a pas besoin de plus de superficie, on va détruire des forêts. Je veux dire, c'est pas logique. Là. C'est ça. Mais il reste que c'est un des enjeux avec ces standards-là. Puis je ne sais pas si dans la salle, il y a d'autres personnes qui sont familières avec ce dossier-là, mais... nous, on collabore beaucoup avec des chercheurs de l'Université Laval, dont des spécialistes de ce type d'approche-là, qui nous rapportent que ça se discute de partout dans la communauté scientifique, mais qu'on n'arrive aujourd'hui pas à un consensus différent de la pratique actuelle. Donc, tout le monde est conscient que c'est un enjeu, mais on n'a pas de décision au niveau international qui a été prise pour le travailler différemment. J'aurais une question, moi, pour la dernière minute. Comment constitue-nous par rapport aux autres? Mettons, tu parlais de 3 points quelque chose, mettons, au Québec. Est-ce que on est, nous, par rapport au reste de la planète? Ça, c'est les analyses de cycle de vie qui avaient été faites par les producteurs de porc, qui permettent d'avoir des éléments de comparaison. C'est sûr que, de ce que j'ai vu, moi, à chaque fois, on ressort plutôt dans une situation favorable, avec des niveaux d'émissions plus faibles. Mais c'est ça. Nous-mêmes, on ne fait pas de bilan ailleurs, donc avec le même outil, donc je pourrais pas le... Je te remercie beaucoup. C'était très intéressant. Donc, encore, je pense qu'on va t'applaudir. C'était vraiment bon.